et bienvenue au Zemmour Ballet Podcast pour le Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, 2e édition. Aujourd'hui, nous sommes avec Adèle. Bonjour Adèle. Salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, très bien. Ok, on va commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle œuvre tu vas présenter pour le festival? Oui, dans le fond, pour cette édition du festival, je présente une pièce en duo avec Lou Salem, qui est une co-chorégraphie, co-création, co-prestation. Vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble. Ah, vraiment intéressant. Comment ça se passe de créer à deux? Mon Dieu, c'est vraiment différent avec tout le monde. J'ai fait plusieurs créations en groupe, à deux, seuls, et ça varie de temps à autre, de duo en duo. Avec Lou, vraiment, je dirais c'est pas mal une symbiose. C'est vraiment un enchaînement de nos idées communes. Quand on est en studio, il y a quelqu'un qui propose quelque chose et ensuite, l'autre rajoute au fur et à mesure. On propose des idées, on modifie les idées. C'est pas toi, tu fais ta section, moi, je fais ma section et là, on la met ensemble. Même les solos qu'on crée sur nous-mêmes. Ensuite, on va se regarder, se donner des idées, des pistes à découvrir. Donc, c'est vraiment extrêmement collaboratif. Puis, c'est ce qu'on préfère pour présenter quelque chose qui nous représente ensemble, c'est de créer ensemble, en fait. Okay, c'est comme un dialogue chorégraphique. Tout à fait. Et dans ce dialogue-là, est-ce que, comme dans tous les dialogues, est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui fait évoluer ce dialogue-là? Je pense que c'est le temps et se remettre en question. Dans le fond, Lou et moi, on ne travaille pas ensemble de manière continue. La pièce qu'on présente au festival, ça fait 3 ans qu'on la prépare et elle a passé par plusieurs très différentes étapes. Au début, c'était une vidéo de 3 minutes avec des poèmes entre les différentes vidéos. Ensuite, ça a été un duo avec une table en robe. Après ça, ça a été un duo avec 3 tables et on était en unitard. Ensuite, on a enlevé les tables, on a changé la musique, on a changé les parties, l'intention. Donc, le duo évolue au fil du temps pour représenter où on en est. Et ça, c'est un processus particulier à cette pièce. On a tellement changé depuis qu'on a commencé en 2020 jusqu'à maintenant. On est très différentes. Donc, ce serait ça. Et de se dire, hey, Lou et moi, on est très à l'aise ensemble. Alors, je lui dis, hey, cette partie-là, je trouve plus que ça a de l'allure. Je trouve plus que ça fait du sens pour où on en est. Puis souvent, elle dit, ouais, moi non plus. Ou parfois, ah oui, mais moi, je le vois comme ça. Alors, ah, OK. Donc, c'est pas de pas être satisfaite, mais c'est de toujours être ouverte à se poser des questions ensemble, puis de se dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste qu'est-ce que nous, on préfère. OK, merci beaucoup. Vraiment intéressant. Et donc, tu as dit que ça faisait 3 ans que vous travaillez sur cette pièce. Et c'est quoi les thèmes que vous allez aborder? Donc, Confluence, le thème, c'est la rencontre. La rencontre de l'autre. Et on s'est dit, mais comment est-ce que les rencontres peuvent changer? Comment est-ce qu'elles peuvent évoluer d'une à l'autre? Et on s'est dit, c'est tellement différent quand tu rencontres quelqu'un dans tel état, tel état, tel état. Donc, l'idée qu'on a explorée, c'est de se rencontrer dans différents états émotifs. Dans la pièce qu'on a présentée au festival, on a exploré la colère, l'euphorie et la compassion. Et ce qui a été le travail chorégraphique pour nous, surtout, ça a été de passer d'un état à l'autre sans faire de coupure. Parce que quand on a fait notre première édition vidéo, très facile de faire des coupures, mais une fois qu'on est sur scène, il n'y en a plus. Donc, c'est là que ça a été voir l'évolution émotive. Voilà, c'est ça. OK. Et puis, donc, quand vous chorégraphiez, vous mettez dans un état émotif. Et est-ce que le jour où vous le présentez, que vous dansez, est-ce que vous êtes obligé de vous replonger dans cet état-là? Ou c'est comme vous marquez un petit peu l'émotion? Comment ça fonctionne? Je pense que vraiment, l'état, on le trouve une fois qu'on est dans la chose à fond. Okay. Quand on est en train de se préparer, de marquer. Par exemple, la pièce commence avec un solo où je suis en colère et c'est pas sustainable. J'ai juste le mot en anglais. OK, c'est bon, ça se comprend. On peut pas maintenir cette situation-là trop longtemps. C'est ça, je peux pas maintenir de vraiment y aller à fond à chaque fois qu'on le fait. Donc, il y a une certaine délicatesse et un apprentissage de connaissance de soi dans le processus et de aussi trouver juste la gestuelle sans l'état mental complet. Okay. Donc, il y a ça qui rentre en jeu.
Voilà, c'est ça que je dirais. C'est vraiment probablement un gros travail parce que moi, personnellement, quand je suis en colère, j'ai Mhm. aucune connaissance de Ouais. mes mouvements puis de mon corps. Ça Mhm. doit demander vraiment une gymnastique mentale là, importante. Ah, tout à fait. Justement, c'est pour ça qu'on pratique beaucoup parce que je commence à trouver une gestuelle. Alors, je peux retrouver la gestuelle sans vraiment rentrer dedans. Mais après ça, une fois que je suis dedans, là, j'y vais à fond. Puis c'est une belle forme de relâchement. Merci. Donc là, il y a les émotions, Mhm. les concepts de confluence puis de Mhm. dialogue, OK, avec Lou. Mhm. Et comment vous faites ça pour passer de ces concepts à la danse? Hmm. En fait, quand on a commencé, on a passé par un processus d'écriture automatique où on a passé 5 minutes à juste se laisser écrire, écrire, écrire à propos de chaque état émotif qu'on voulait explorer. Et ensuite, à partir de ces mots-là, on se les lisait. Donc, par exemple, si Lou était en train de faire quelque chose, moi, j'étais assise, je lui lisais un mot, elle faisait un mouvement. Et on enchaîne jusqu'à ce qu'on ait une phrase chorégraphique. Et comme l'écriture automatique, où vraiment tu laisses aller sans réfléchir, c'est vraiment la première chose qui te passe par la tête, c'est ça qui va sur le papier. On fait la même chose avec la chorégraphie. Si je dis le mot engourdir, par exemple, le premier mouvement qui te vient en tête, c'est ça. Et ça ne veut pas dire que ça ne va jamais changer, c'est juste de partir avec quelque chose de vraiment cru au début en termes de mouvement. Donc, on a bâti beaucoup de matériel chorégraphique comme ça, à partir de l'écriture. Et par la suite, je dirais, pour ce qui est de compassion, par exemple, ça, c'était vraiment un état qu'on abordait ensemble. Il y a beaucoup d'autocompassion, mais c'est surtout dans un spectacle, ça se lit tellement bien de voir la compassion entre deux personnes. Ça fait du bien au cœur. C'était quelque chose qu'on voulait partager. Donc ça, c'est une section qu'on a juste plus dit, toi, tu fais un mouvement, moi, je fais un mouvement. Toi, tu fais un mouvement, moi, je fais un mouvement. Avec cette idée en tête, quand même. Donc, ouais, un mélange d'écriture, de partage et juste de chorégraphie automatique. Et ensuite, d'aller retravailler pour s'assurer que ça dit dramaturgiquement exactement ce qu'on veut. Merci beaucoup de nous expliquer ta méthode. Mhm. Alors, on arrive à la fin du podcast. Mhm. Est-ce que tu aurais des ouvrages, un artiste, des musiques, un livre que tu pourrais proposer aux auditeurs pour approfondir les concepts ou la lecture automatique ou les choses comme ça? Donc, ce que je trouve qui est très spécial de la création, c'est l'idée de pouvoir complètement ouvrir son imagination. Dans ce sens-là, dans cette idée, je suggérerais à quelqu'un de lire Le Magicien d'Oz, les écrits de Frank Albaum, parce qu'il a une imagination complètement loufoque, complètement développée, au-delà de la logique. Et ça, c'est ce qui est beau de l'art, c'est qu'on peut aller toucher à ce qui est au-delà de la logique. Donc, c'est ça que je proposerais. Excellent. Et pour l'écriture automatique ou pour le mouvement de l'automatisme, qui est un mouvement québécois OK. d'une forme d'art. Mhm. Je pense qu'ils ont été récemment mis au Panthéon des artistes québécois. Ah, c'est cool. C'est Borduas Ok. et Riopel, je pense. Il y a comme toute c'est comme des amis ou un petit groupe qui ont créé cette écriture à vérifier pour les noms, mais Ok. c'est Ah, j'étais pas au courant, mais c'est bon, j'aurais appris quelque chose. excellent. Pour ce qui est d'écriture automatique, ce que je suggérais, c'est juste de l'essayer soi-même. Ok. C'est un processus personnel. Ouais, de juste se donner un thème, 5 minutes, écrire et pratiquer. C'est une bonne manière de s'habituer. C'est ça, je retrouve le livre dont je parlais. Moi, j'ai Ok. lu le livre qui s'appelle La femme qui fuit Ah, j'en ai entendu parler. Ouais. de Madame Laviquette, je pense, Faliquette, OK. et qui décrit en fait sa mère faire de l'écriture automatique. Comment on fait pour te suivre? Pour me suivre, il faut me trouver et marcher derrière moi. Non, c'est des blagues. Pour me suivre, on peut sur Instagram me suivre Adèle Ross, ADELE.ROSSS, 3S. Et je suis sur Facebook, Adèle Ross, Ross 2S. Merci beaucoup, Adèle. Merci. Et bienvenue au Zemmour Ballet Podcast pour le Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, 2e édition. Aujourd'hui, nous sommes avec Lara. Bonjour Lara. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où tu viens, quel est ton parcours chorégraphique?
Oui, donc moi, je viens de Montréal. En ce moment, je suis artiste en danse, interprète. Au tout début de mon parcours en tant que chorégraphe, j'ai surtout chorégraphié sur moi-même. Mais à la base, j'ai fait des études en médecine à l'Université de Montréal, que j'ai terminé donc mon doctorat de premier cycle au mois de mai. Hey, félicitations! Merci. Donc, c'est ça, j'ai un parcours qui est un peu différent. Donc, j'ai pas étudié en danse, je suis plutôt autodidacte. Et puis, en ce moment, en fait, pour être médecin, il faut compléter une résidence de spécialité. Et puis, pour l'instant, moi, j'ai décidé de me consacrer à ma carrière en danse pour cette raison que je n'ai pas appliqué à la résidence cette année, alors qu'elle commencerait le 1er juillet. Donc, pour l'instant, c'est la danse que je fais. Et puis, dans le futur, je pense que j'aimerais beaucoup combiner tous mes intérêts, que ce soit la danse, la santé. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis au festival. Puis, je suis très hâte de présenter cette nouvelle pièce. Pour moi, c'est la plus longue pièce que j'ai créée jusqu'à maintenant. Alors, comment elle s'appelle, cette pièce? Introspection. Et puis, il y a un tiret entre les deux mots. OK. Et puis, il y a une raison pour ça. Peut-être qu'on pourra en parler. Tu peux y aller maintenant, ouais? si tu veux. OK. Donc, en fait, la pièce que je vais présenter ce soir part d'une idée que j'ai eue. C'est vraiment pour moi une première étape d'un projet qui sera peut-être plus long terme. C'est vraiment une recherche. Donc, on est vraiment comme au tout début. Et le projet est né, en fait, d'une question que je me suis posée sur l'accessibilité pour les arts de la scène pour différents publics. Et puis, j'ai été inspirée pour plusieurs raisons par la communauté sourde. Et ma question, c'est en fait de quelle façon est-ce que le spectacle de danse est perçu par les personnes, donc les sourds, les sourdes et les malentendants et les malentendantes. Donc, de quelle façon le spectacle de danse est perçu par la communauté sourde. Puis, c'est vraiment la première question que je me suis posée. J'ai été inspirée par plusieurs choses. Premièrement, j'ai rencontré quelqu'un à travers mon parcours qui, elle, préparait un spectacle pour un public avec trouble du spectre de l'autisme et déficience intellectuelle. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant de s'ouvrir, de réfléchir aux arts de la scène et de quelle façon ils sont construits, est-ce qu'ils sont accessibles pour tous les types de personnes. Et puis sinon, pour moi, la musique, c'est un élément qui est vraiment très, très important dans ma danse, mais dans ma création aussi. Je m'inspire énormément de la musique. Et je me suis mise à me questionner un jour ici, si on n'entendait pas la musique, bien, premièrement, je trouve que la danse, c'est quelque chose qui est très visuel et très expressif. Je me disais, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour aller chercher d'autres éléments qui pourraient peut-être, je ne sais pas, c'est mon hypothèse, rendre un spectacle plus important visuellement, puis moins se concentrer sur ce qui est sonore. La langue des signes, c'est une langue que je trouve, moi, quand je l'observe, je la trouve vraiment... je trouve que c'est très expressif. Je trouve que ça dégage beaucoup d'émotions. Je ne connais pas la langue des signes. Il n'y a personne dans mon entourage qui utilise la langue des signes. Mais c'est un autre élément qui m'a un peu inspirée. Je n'utilise pas la langue des signes dans ma paire, mais c'est un des éléments qui m'a amenée à être intéressée par ce projet-là. Donc, le titre, Introspection, ça vient en fait du fait que cette pièce que je présente, d'abord et avant tout, c'est une pièce qui est très personnelle. Donc, pour moi, j'utilise beaucoup l'introspection. Quand je crée, je me retourne vers moi-même, j'utilise comment je me sens pour créer. Et dans cette pièce, je partage différents éléments de moi, de ma personnalité. Et pourquoi j'ai séparé le intro du spection par un tiret? C'est parce que pour moi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, cette pièce, c'est vraiment une introduction. C'est une première étape. C'est une introduction avec ce projet, avec moi et ce projet. Et pour moi, c'est une pièce que je vais utiliser dans le futur pour m'introduire à la communauté sourde. Donc, j'ai commencé à essayer à le faire, mais je dirais que cette étape-là, ça va être ma prochaine étape. Ça va vraiment être d'entrer complètement en contact avec la communauté sourde et puis de voir où est-ce que ça mène pour la suite du projet. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une première étape. C'est une façon pour moi de plonger dans ce projet-là, de présenter un peu ce que j'ai à offrir en tant qu'interprète et chorégraphe, et puis après de poursuivre.
Mais j'utilise différents moyens pour le faire. J'utilise beaucoup l'écriture. J'utilise beaucoup l'improvisation. Donc, pour moi, la danse, c'est une façon de faire une introspection d'une façon spontanée. Puis, en fait, mon processus de création repose beaucoup sur le spontané. Donc, surtout pour cette pièce, contrairement à d'autres pièces où je me basais beaucoup sur la musique, je ne peux pas dire que je ne me base pas sur la musique pour celle-ci parce que la musique sera présente, mais plutôt que m'attarder à chaque note, j'y allais plutôt avec ce qui venait spontanément. Il y a différents tableaux dans ma pièce. Pour chaque tableau, je me donnais un état, un univers différent et des éléments avec lesquels je voulais jouer. Par exemple, le contact visuel, l'interaction avec le public, la répétition. Puis je prenais ces éléments-là, puis à partir de là, je créais tout simplement. Je voyais ce qui émergeait, puis je me mettais dans l'état, puis le mouvement émergeait, puis je me disais, OK, je le prends, je continue. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à créer cette pièce-là. Donc, ouais, c'est vraiment de prendre le temps avec moi-même. Puis c'est pas toujours facile quand on est tout seul en studio de trouver des moyens d'initier une introspection, d'initier de la création. Parfois, on peut se sentir un peu perdu, un peu démotivé, mais tous ces moyens-là que j'ai nommés, ça m'aidait justement à replonger dans mon univers puis à faire cette introspection. Donc, si je comprends bien, c'est une danse qui est très engagée vers une communauté qui a moins accès à la danse habituellement, parce qu'ils ont moins accès à la musique, c'est ça que je comprends. Et est-ce que, qu'est-ce qui va être... en quoi tu as adapté? Comment tu as adapté la danse pour ce public-là? Oui. Pour l'instant, cette pièce-là, je ne suis pas prête à dire que ce spectacle est fait pour la communauté sourde. Parce que j'ai commencé, mais je ne suis pas vraiment entrée en contact encore avec la communauté sourde. Et donc, ce n'est pas un spectacle qui est adapté. C'est plutôt vraiment une performance qui est ouverte au public qui sera là ce soir, qui intègre des éléments d'inspiration pour moi, qui font partie de ma recherche. Et puis, une fois que la performance sera passée, ben là, je vais poursuivre mes démarches pour rencontrer la communauté sourde. Et une fois que j'aurai une discussion avec la communauté sourde, là, j'aurai des éléments que je pourrai vraiment intégrer pour adapter. Mais pour ce soir, c'est plutôt... Ça reste une pièce qui m'est vraiment personnelle. Puis je dirais que ce que j'ai intégré qui est nouveau puis qui est en lien avec ma question de recherche, c'est tout simplement mettre l'emphase encore plus sur l'émotion, mettre l'emphase sur un contact avec le public. D'habitude, j'ai pas tendance à aller à l'avant-scène, mais je vais beaucoup, beaucoup plus à l'avant-scène. Je vais regarder le public. J'essaie... aussi, j'ai été inspirée par quelque chose. J'ai eu une discussion avec une personne malentendante au téléphone qui m'expliquait que dans un spectacle de musique, s'il y va, c'est vraiment important pour lui d'être près du musicien, puis de voir ses mains, de voir son corps bouger. Puis pour moi, dans un des tableaux de ma pièce, ben, j'ai mis l'emphase sur justement comment est-ce qu'on peut créer un rythme avec notre corps. C'est quelque chose que je fais naturellement quand je danse, mais la différence dans cette pièce, c'est que c'était mon intention, puis c'est avec ça que j'ai créé. Donc, c'est vraiment des éléments très simples qui pourraient se retrouver dans n'importe quelle autre pièce de danse. Donc, personne ne pourra deviner quel était mon concept si on ne lit pas mon synopsis. Okay. Mais c'est des éléments avec lesquels j'aimerais travailler dans le futur puis que j'aimerais ouvrir la discussion avec la communauté sourde sur ces éléments-là par la suite. Donc, voilà. Merci beaucoup. Il y aurait encore plein de questions à poser. Moi, j'ai quand même un livre qui s'appelle Live Wired de David Engelman, qui est un neuropsychiatre ou neuropsychologue et qui est justement très intéressé par la communauté malentendante et qui développe des sortes de plastrons avec des microcellules qui peuvent tapoter la peau des gens. Wow. Et qui réagit sur certaines parties du corps en fonction de certaines ondes sonores et qui permet d'envoyer comme une sorte de message en morse sur le corps des gens. Et les personnes qui sont sourdes disent qu'ils entendent pour la première fois. Donc la peau est un organe d'écoute, ce qui est quand même intéressant. C'est très intéressant. Oui, c'est ça, les autres sens, le toucher...
toutes des choses, je pense, qui sont à explorer. Puis j'ai hâte d'ouvrir la discussion avec ces personnes-là parce que je pense que moi-même, toute seule, je ne peux pas deviner. Donc, ça va être de leur en parler puis de voir ce qu'elle en pense. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que Merci. tu aurais des ouvrages, des artistes, livres, musique que tu aurais aimé partager à l'auditoire? Pas vraiment. Excellent. J'en ai pas qui me viennent à l'instant. Et comment on fait pour te suivre? Vous pouvez me suivre sur Instagram, donc LARA. Donc, c'est HKL_LARA sur Merci Instagram. beaucoup. Merci beaucoup. Hi everyone, this is the Zemmour Ballet podcast pour le Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, 2e édition. We are with Jessica. Hi Jessica. Hello, good to be here. Yeah, nice in meeting you. Nice to meet you too. So, is it possible to explain us your artistic background? Yes, of course. So I grew up dancing, starting with ballet when I was about 3 years old in Vancouver, Canada, actually in Richmond, BC. And I did that since I was 3 till about 2012. So I was born in 1997. I started dancing maybe 2000. In 2012, I moved to Calgary. And from there, I went to a competition dance studio and started to teach myself hip-hop and take classes in lyrical and contemporary as well, and tried all different styles. And I didn't know that you could be a dancer at all. It was not on my radar of things I thought I could be, until a friend in the studio I was at in Calgary was like, Jessica, you have to audition for universities. Like, this is, like, we can become dancers. And I was like, what? That's amazing. Like, okay, if this is possible, I want to do it. So she told me about this school in California. And when she told me about it, I was just like, my heart was on fire. And I was like, wow, that sounds like the perfect school. And because it was the first time the school would be, it was the first year of the school ever. So I went to a school in California at USC. And what else shall I say? So it's your dancer background. Okay. And how about your choreographer background? Okay. Yeah. So when I auditioned for that school, I made a piece of choreography to a solo. And I remember one of my professors during the audition, Sabela Grimes, he said, "You're a choreographer." And I said, "What?" Like, no, it's the first time I thought of myself as being a choreographer, just by someone saying, like, okay, yeah, that makes sense. I choreographed the solo on myself. Mm-hmm. Okay, I'm a choreographer. But until he said that, he like kind of bestowed that name over me, it never crossed my mind. I was just like, oh, I'm just making dances. So throughout university, I was always really interested in creating and found so much excitement in choreographing and making pieces. And, you know, at that point in university, you're just exploring, you're just expressing. So every time I'd make a piece, I'd watch it and be like, oh, whoa, I didn't realize I was going through that. Okay, wow. Yeah. So yeah. You started with choreography for yourself, and then for groups. Yeah, and then for groups. In my senior year in university, I made a 30-minute piece with just for what did I do? So we had so much freedom to create whatever we wanted to make, and I just like messaged the whole school and I said, hey, like, I want to make a piece. Whoever wants to be in it, just like come be in the piece. And I think there was either 12 to 16 dancers who were like, yeah, let's do this. Okay. And that was amazing. And just like being able to have that many dancers and make like my first piece essentially was so thrilling and exciting. And then after university, when I moved to Montreal
in 2019. And, well, actually to work with Rubber Band. But in my first year with Rubber Band dance group, I was an apprentice and I had lots of time off. Mhm. And during my time off, I would have like 2 weeks of working and 2 weeks off and 2 weeks of working and 2 weeks off. And I just started applying to festivals and just, seeing what choreographic exploration I could do in the city and around. And now we're here at the Festival of Sherbrooke. Yeah. Mhm. And what you will present today? So today we're presenting a piece called Tête à Tête. And that idea just comes from seeing two animals head to head with each other battling. Mhm. For me, it's a study on anger. I grew up as a kid not expressing anger very much. And for me, it was always a very embarrassing emotion to have and to express and to let out. And I was an emotional kid. I really, I'm not afraid of tears. I'm not afraid of sadness or being extremely joyful. But anger was something where it's like, oh, this feels like I don't know how to express it in a way that's not explosive or not, or doesn't make me feel embarrassed to have these emotions. So I don't know if it was being in the pandemic or moving to Montreal, coming from the West Coast and East Coast colliding. But but I feel like when I moved to Montreal, it was the first time in my life when I felt like a couple different friendships were like, whoa, there's tension here. And I didn't know why or how or like what I was doing wrong, and just this feeling of, okay, I want to make things right, but I'm also upset at what happens. And this person's also upset at me, and I don't know how to fix it. And I'm going to try. But then, when you try to confront people, Mhm. they don't always feel so happy about it. But anyways, it was really a big learning curve of like, okay, I have these emotions, and it's not just from these situations that I'm in right now, but even from childhood, and not being able to express it. And now it's kind of all coming out in these relationships and with people that I care about. So it just got me thinking about anger and the importance of learning how to confront anger and how to see, okay, this is something that's real within me and it's valuable somehow. And how do I deal with it? How do I overcome it? So that's kind of the inspiration of the piece. Okay. And how did you translate these in movements? Good question. So we worked with a dramaturge named Mathieu Leroux, and he did an exercise with us where we laid on the floor. He told us to think of something peaceful, so we thought of something peaceful. He said, notice your breath, and our breaths were very full, very, how do you explain that? But Ecstatic. yes, exactly. Okay. And then he told us to imagine a scenario where someone made you upset, someone made you angry. And he's like, notice your breath. And I wasn't thinking about it, but when he told us to notice our breath, mine was like, it felt like a straw, and very shallow. Oh, so interesting. And then he told us, okay, where do you feel the emotion? And the different dancers, we felt it in different places, but for me, I felt the emotion in my chest. And we just started dancing from wherever you were pinpointing that emotion, anger. And we would do that. Then we'd drop it, walk to a different space in the room, and then pick it up again and keep dancing. And I think, so this is one way we kind of found where anger is located in the body and
found how to access it within dance. And we had a residency as well with Dance à la carte in Montreal, where we did a lot of very intense exercises where we would just like get mad at each other, either like in a bodily form and just like say all the things we don't get to say when we're in real arguments, but we said it to each other. And for me, it was so therapeutic. Yeah, and it's so funny because I really pinpoint that residency as like I felt like I was just really stuck in a lot of relationships, in a lot of emotions, in unforgiveness. And from that time of just being able to let everything out in a safe space, in a place where people are there for you and you're there for people, and that's when it was like, wow, like I don't need to validate my emotions for myself anymore, because, or I don't need other people to see that I'm hurt, that I'm in pain. Like I see it for myself, and that was enough, just like validating it in that moment. I don't know if I'm making much sense, but yes. Yeah. So you are more moved by emotion, yeah. and it's emotion, Mm-hmm. okay? Yeah. And so you have more movement in your Yeah. body, Yeah, that you exactly. can dance with it. Exactly. Okay. Exactly. Okay. Yeah, and then the thing that I found so interesting about the other exercise we did with Mathieu was how the more we did it, I realized I wasn't just feeling the anger, but I was also realizing that hurt, pain lives in the same place in my chest. And it was so bizarre to find these things. Yeah, and then other movement-wise, we were playing a lot with looking at different animals, like looking at, well, we looked at moose fighting, we looked at, what else, geese fighting, ibex, snake, apes, many different animals, and we would play with their raw brutalness of fighting as well, and just imitating the different animals. Very nice. Mm-hmm. And today you are by your own on the stage, or are you? There's 6 of us. 6 of us. Yes. Okay. Wow. Okay. Yes, there's going to be 6 of us. So 6 angry dancers. 6 angry dancers Oh on my stage. God! Is the stage will stay on the place? So, I think so. I hope so. Okay. Okay. So thank you very much. Okay. I would like to know if you have any artist or music, books that you want to share to people to understand more what you to go deeper or to dive in your concepts of emotions or anger or forgiveness. You said. Okay. That's such a good question, and I'm still thinking about it. There's a couple of books I can think about. There's a book that I read. I didn't read it cover to cover, but it's called Forgiving What You Can't Forget. I don't remember the author at the moment. But even just reading the first couple pages, it talks about how to forgive, even when like you can't forget. And I think that concept of just even going through this piece, and the concept of understanding that it's okay to forgive people even when the pain hasn't left yet. That you can simultaneously be in a space where you're healing and also have let go of the need to enact just your own justice. Yes, exactly. Yes, it's called Forgiving What You Can't Forget by Lisa TerKeurst.
trying to think if there's any other books or podcasts or anything or musics. Is there a compositor that Yes. represent angry? I have a whole playlist. So it's not one artist, but it's a whole playlist. The music inspiration. Let me see if I can find it on my phone. Is your list public? Actually, it is. I think it is on Apple Music. Okay. It's titled Tat. Actually, you know, the song "Happier Than Ever" by Billie Eilish. Different songs like this. Wow, where it's not just musical composition, but like lyrical. We had some fun in the studio with the dancers, and we would like put on different songs by, that one, Happier Than Ever. What? Not Happier Than Ever. Yeah, Happier Than Ever. Or like Traitor by Olivia Rodrigo, and just like jam out to it together and for warm up. So a lot of songs that are just lyrically painful but beautiful at the same time. Thank you. And how we can follow you? Is it on Instagram? Yeah, my Instagram is at JSZYNSKI @JShinsky. It's like my first name and then the last bit of my last name. Thank you very much, Jessica. Thank you so much. Bye. Bye-bye.